Bon vendredi et bienvenue sur Friday Night Sports Machine. Beaucoup de sujets à l'ordre du jour aujourd'hui, plusieurs intervenants en marge de ce qui s'est produit dans le dernier match entre le Canadien et les Jets. Nous irons rejoindre par voie téléphonique l'animateur de Bonsoir les sportifs au 98.5, Jérémy Rainville, qui a eu la chance de parler de cet événement, là, ce coup salaud à l'endroit de Jake Evans. Il en a parlé de long en large cette semaine. Puis, encore par voie téléphonique, nous allons rejoindre un ex-Flyers de Philadelphie avec qui nous pourrons comparer la violence au hockey d'aujourd'hui avec celle des années 70-80. Nous serons avec Robert Sirois, un ex-Flyers de Philadelphie. Mais tout d'abord, en studio avec nous, un invité que j'aime bien recevoir. Nous avons toujours beaucoup de plaisir. C'est le propriétaire de Performance Chasse et Pêche qui est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Puisque c'est maintenant l'ouverture de la saison de pêche, de doré, de brochet et de truite. Et nous allons parler un petit peu aussi de chasse à l'ours avec nous, François Mascotte. Bonjour François. Salut. Ça va bien? Très bien, toi? François, ben oui, très bien. Tu as été à la chasse mardi? La pêche. Ah, excuse, à la pêche, ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Sur le réservoir Gouin, la pêche a été pas facile. Oui. Beau doré, peut-être pas aussi bon que les autres années. Okay. Mais il a fait un soleil de plomb toute la semaine. C'est ça, il faisait pas trop chaud, pas trop humide. C'était parfait. Est-ce qu'on peut te demander le nombre de prises? Non. Non? On les a pas comptés. C'est dur sur l'orgueil? Ouais, un petit peu. T'étais pas satisfait? Ouais. Peut-être pas satisfait de la quantité, mais de la qualité était là. Mais la quantité cette année, ça a été. On a mangé, on a ramené, mais tu sais, on n'a pas pu dire. C'est on ça. en prend tant qu'on en veut. Ça a été T'en une aurais pris chasse. encore quelques-uns. C'était une chasse qu'il fallait chasser. Bon. Ben justement, pendant qu'on est dans le vif du sujet, la pêche, est-ce qu'on peut dire la pêche au brochet, au doré, à la truite, ça serait considéré comme une pêche aussi excellente pour les débutants? Oui. Pas compliqué? Ben, surtout la pêche à la truite, là, notamment les belles pourvoiries dans le coin. Oui. C'est facile pour la famille, là, c'est vraiment facile. Et ça ne coûte pas cher. C'est pas quand même pas trop dispendieux. Il y a les ecs qui sont un petit peu moins dispendieuses aussi. L'accès à la pêche à la truite là, au Québec pour les familles, c'est merveilleux. Les pourvoyeurs font un job épouvantable. C'est vraiment bien. Le doré un petit peu plus difficile. Brochet accessible à tout le monde. Là. La pêche la plus populaire, on dirait, c'est laquelle? Truite dorée. Oui? Oui, je pense que c'est... Ça, c'est le genre de pêche, tu le sais comme moi, là, je suis pas vraiment pêcheur, là, je pense que je m'en viens chasseur un peu. C'est le genre de pêche où tu y vas et tu sais que tu vas récolter quelque chose. Normalement, pas oui. Trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Surtout dans le début de saison comme ça, c'est pas... C'est quand même assez facile. Quand on va pogner fin juin, début juillet, là, la pêche à la truite va commencer à être plus difficile un petit peu. Il y a quelques techniques là, qui peuvent s'ajouter, là, que je peux vous en parler d'une, là, si jamais. Tu peux commencer immédiatement. Ouais, juste un beau petit produit là, comme ça. Là. Ça ici, ça s'appelle un tadpole. C'est sûr que quelqu'un qui pêche la truite ou la truite grise, plus tard en saison, comme je l'ai expliqué, que la truite elle va se descendre un petit peu plus profond pour la fraîcheur. C'est un produit qu'on peut pêcher avec nos cannes standard et non si on allait avec de l'équipement lourd. Il y a beaucoup d'équipements lourds qui est vendu pour pêcher la truite grise, mais une pêcheur occasionnelle, familiale. C'est compliqué. En plein ça, pour s'équiper pour une journée, 2 jours, une fin de semaine. Fait qu'on a ça, le tadpole, comme ça, on a 3 grosseurs. Ça, c'est le plus gros que j'ai amené pour qu'on le voit bien comme il faut. C'est un produit qu'on vient accrocher notre canne à pêche, le fil juste ici. Quand on va pêcher, il va s'activer comme ça. Si on regarde le poids, l'angle, ça va faire gratter, faire descendre notre leurre le plus profond possible. Avec les 3 grosseurs, on peut jouer avec nos profondeurs. Lorsqu'un poisson va mordre, si on regarde comme ça, il va se désactiver, il va tomber droit. Wow. Fait que tu n'as plus l'effet de poids à rapporter. Tu fais juste te combattre avec ton poisson. Fait que ça, c'est un produit qui est vraiment très efficace et qui n'est pas connu. La même technique avec des gros poissons, disons que c'est pour le requin, mettons? Ben, non, pas pour le requin, mais si on peut prendre pour la truite grise, qui va s'en aller en gros poisson, le monde aimerait ça le pêcher, mais c'est difficile à cause ça prend des équipements beaucoup plus lourds. Ce principe-là va pouvoir nous le permettre. Ça vaut combien? Ça vaut une douzaine de dollars, environ 10-12 dollars, dépendant de la grosseur. Puis c'est méconnu. Mais si vous venez le voir en magasin, on va vous l'expliquer comme il faut, puis c'est de quoi qu'on... Méconnu parce qu'une technique nouvelle? Non, c'est un produit qui est... Si tu vas pas en boutique spécialisée, tu ne pourras pas parler de ça, puis tu connaîtras pas ce produit-là. C'est comme le secret le mieux gardé en ville, finalement. Ouais, un peu. Ah, c'est bon, ça. Puis c'est une chose qui coûte pas cher, puis qui peut améliorer ta pêche de ta fin de semaine énormément. Un commentaire ou un conseil pour la pêche à la truite et au doré brochet, tu dirais quoi aux gens? Pour les 3? Ben, ou séparément. Un conseil d'expert, parce que ça fait tellement longtemps que tu es là-dedans. Tu dirais la première chose, peut-être qu'on oublie aussi parfois on pense qu'on a un twist ou peut-être un petit conseil supplémentaire. Là. Recherche de température de l'eau. Recherche Internet, tel poisson, telle température préférentielle qu'il va vouloir. Moi, je vois tous les jours le monde qui ne sont pas habitués de pêcher trop.
ils connaissent pas l'histoire des températures. La température est très importante. La température de telle espèce de poisson, Ouais. c'est tel degré, mais si t'es pas dans cette température-là, c'est sûr que le poisson sera pas là. OK. Je pense que c'est le plus gros conseil numéro 1 qu'on peut avoir. C'est vraiment les choses. Au moins, savoir notre température de l'eau. Les sonores, en plus, nous le donnent aujourd'hui. Mais il y en a plein que c'est comme, je regarde pas ça. Fais juste une petite recherche Internet. Le tableau, il est facile. Toutes les espèces de poissons, la température de l'eau. Ça va déjà te donner une bonne idée. Où pêcher le doré, où pêcher la truite. C'est une pêche pour les trois qui est très comparable. Y a-tu vraiment une particularité, disons, entre la truite et le brochet? Ben, l'équipement, c'est sûr que la truite, là, beaucoup de monde vont pêcher ça avec un matériel très, très, très léger. Le brochet, on s'entend qu'on peut aller chercher un poisson qui va peser jusqu'à 25-30 livres. Mettons la moyenne entre 10 et 15-20 livres, la moyenne des gros. On peut aller plus que ça. Fait que ça prend quand même un équipement qui va être résistant si jamais t'en attrapes un. Puis si, j'en attrape jamais, mais quand tu vas en attraper un, tu veux être capable de prendre une photo avec. Fait qu'il faut quand même être bien équipé pour l'espèce qu'on va cibler. C'est quoi ta pêche préférée, toi? Le doré. Le doré de la truite grise. Pour quelle raison? Pour la saveur du produit? Ouais, le doré, c'est un poisson qui est pas le plus combatif, mais quand il est pas là, il est dur à trouver. C'est de la recherche, c'est les structures, puis tu te dis des fois, ça m'est arrivé en fin de semaine, tu sais, toutes les belles places que je me dis, moi je serais un doré, je serais là, il n'y en a pas. Là, tu te dis, tabarouette, ils sont rendus? Ils sont où? T'sais, fait que là, c'est de courser à essayer de les trouver, puis à un moment donné, c'est tabarouette, tu deviens... c'est un poisson qui peut être très facile à pêcher, peut-être pas le plus combatif, mais très bon à manger. Mais c'est ça, quand il veut pas, là, c'est tout un casse-tête. Quand on parle d'un poisson combatif, tu dirais lequel en tête de liste? Peu importe la saison. Le chigan, lui, il se démène. Tu prends une petite achigan, c'est 3 fois plus vaillant qu'un doré, là, c'est vraiment... Puis le plus vache de la gang, qui se débat pas, là, disons. Pour les gens moins habitués. C'est sûr que on parle pas des petits poissons, mais dorés, c'est pas des poissons qui sont super, super combatifs. Là, surtout quand t'es pas dans très creux en profondeur l'été, ben souvent t'arrives en haut et c'est ça. Il est moins. Est-ce que tu remarques, suite à la crise du COVID, une effervescence ou peut-être un petit peu moins de ventes? C'est pas le comportement des consommateurs. Le domaine de la pêche et de la chasse, ça va très bien. Là, tout le monde s'est garoché là-dedans, puis les familles, puis le monde pêche beaucoup, là, beaucoup au bord de l'eau. Si le monde il se promène un peu, il y a du monde partout sur le bord de l'eau. C'est le fun, c'est merveilleux, c'est beau de voir ça. On en voit plein de nouvelles familles. On s'équipe, on s'éloigne du chalet. C'est vraiment le fun. C'est le retour me semble, à la base de la nature. Puis, ça fait du bien, là. Je veux dire, on était dû. Il y a combien de saisons officielles de pêche dans une année? Officielle, il y en a une, elle se termine le 31 mars, puis elle commence. Non, mais mettons, par catégorie, là, tu sais, là, par... c'est pas ça, mettons, comme ici, là, la pêche rouvre environ début mai pour plusieurs espèces, début mai, milieu mai, milieu juin, puis elle va tout se terminer pas mal, là, le 31 mars. Puis là, la prochaine saison ça va être quoi, la prochaine poisson? Ça va être la chigan qui va ouvrir à mi-juin. OK, puis après ça? Ça va être tout va être ouvert. OK. Sturgeon, masquinongé, la chigan, ça va tout être ouvert à partir de mi-juin. Pour le restant de l'été. Qu'est-ce que tu remarques? Là, ça fait quand même 25 ans que Performance Chasse et Pêche est ouvert. En 25 ans, dans l'évolution, que ce soit pour l'équipement, c'est sûr que c'est comme n'importe quelle sphère d'activité, l'équipement est de plus en plus sophistiqué. On est de plus en plus rusé à prendre nos captures. Mais qu'est-ce que tu remarques dans les produits offerts et chez ta clientèle depuis 25 ans? Tu dirais la grosse différence, c'est quoi? La variété de produits, là, on s'entend que veut pas, on le sait tout, on est dans un système de consommation. Là, puis le monde est intéressé à vouloir augmenter leur technique de pêche. On est loin de 2 cannes à pêche, 2 gars, une Budweiser, puis un radio d'une chaloupe. Là, c'est ça. On est loin de là. Ça a évolué énormément. C'est vraiment un sport. C'est rendu vraiment là, de quoi qui peut être très complexe. Tu prends du monde qui vont en pêche une fois par année, ils ont le minimum, tout ça, mais si tu vas avoir quelqu'un qui va en pêche toutes les semaines, tu vas voir que c'est pas le même. Avec tout l'équipement qui nous est proposé aujourd'hui, électroniquement que physiquement, les articles de pêche, on est rendu des machines de pêche pour aller chercher le poisson. Je veux dire, tu vois des gens aussi passionnés dans la pêche et la chasse
qu'au hockey et les autres sports. Je veux dire, les gens en mangent. Oui, puis c'est pas plus coûteux, c'est pas moins coûteux. Chaque sport, je pense qu'ils ont leur... ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui fait du BMX, du mountain bike, de la chasse, de la pêche. Quand t'aimes ça. Quand t'aimes ça, t'investis ton argent là-dedans, puis t'es heureux de dépenser là-dedans. Mais je vais te poser une question que je pose à plusieurs chefs d'entreprise, puisque tu en es un. Toi, tu es un passionné de pêche et de chasse. Tu l'étais avant d'ouvrir ton commerce. Je veux dire, tu es dans la bonne chaise, comme on dit. Tu es heureux dans ce que tu fais. Je veux dire, tu ne changerais pas avec n'importe quel autre métier. Et en plus, tu es ton propre patron. Mais comme tu le disais tantôt, étant donné qu'il y a plusieurs nouveaux produits, c'est un petit peu plus difficile, de point de vue comptabilité aussi, de voir à tout. Oui, bien c'est ça. Tu as la boue dans le toupette par moment. Oui, la variété de produits, la variété de fournisseurs, la variété de compagnies. Tu sais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'effervescence dans tous les produits. Fait que ça fait beaucoup de choses à... Ah ben ça va être le fun, ça va être le fun. On essaie d'aller chercher le plus de produits différents. Donc oui, c'est sûr que là, 10-15 ans, les achats sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Puis c'est d'être le plus à jour, à l'avant-garde, puis être le plus à jour. Puis le pêcheur passionné, quand il arrive, puis c'est ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. C'est toujours le même produit, année après année. Là, ils vont aller ailleurs où il y a de la nouveauté. En plein ça. Fait que, puis nous, on est une boutique spécialisée, on spécialise dans la chasse, dans la pêche, c'est tout. On vend rien d'autre. C'est important d'avoir quelque chose que tout le temps le client va venir voir, puis il va dire wow, ça c'est une belle nouveauté. Ben moi, il y a une chose que je vais dire, que je répète à chaque fois que je te vois. Je suis pas pêcheur, je suis pas chasseur, même si peut-être ça s'en vient. Mais à chaque fois que je vais te voir au magasin, ce que j'ai remarqué, même si je ne suis pas un connaisseur, c'est vraiment un très beau magasin. Je veux dire, autant les casquettes, les chandails que vous pouvez avoir, la façon que tu rentres là, c'est impressionnant de voir autant les arbalètes, les armes, puis tout ça. C'est vraiment un beau magasin. As-tu d'autres suggestions par rapport à la pêche avant qu'on parle de la chasse à l'ours? Ben à la pêche, j'ai deux petites choses. Juste pour montrer de quoi qui est nouveau, là, ben pas nouveau, mais qui est de plus en plus populaire, les sacs à dos. Sacs à dos de pêche, là, regardez le monde, là, c'est vraiment, il y a beaucoup de pêche. La pêche à gué qu'on appelle, ceux qui pêchent sur le bord de l'eau, il y a comme on le vit là, il y a une immense popularité. Sac à dos, que tu mets tous tes articles dedans. Des articles de pêche ici, imperméables, vêtements, lunch. En bas, on a notre coffre comme ça, on change nos plateaux. On peut acheter plusieurs plateaux selon l'espèce de poisson. C'est presque un mini-bar. Oui, quasiment. Mais pas pour un pêcheur. Bon, c'est bon ça. Fait que ça, c'est vraiment bien. Ça se vend combien ce sac-là? Les sacs c'est vraiment un beau sac. Entre 80 et 225 environ. Il y a plusieurs modèles. Puis très populaire. Surtout en plus les jeunes qui vont en pêche en vélo. Oui. En vélo, moi j'ai connu ça quand j'étais petit. La canne à pêche, c'est guidon de bicycle, puis le coffre sur l'autre guidon, puis une fois sur deux, tu plantais. C'est ça. L'affaire pour se tuer. Là, ça t'est sûrement arrivé quand t'étais jeune. Oui. Sac à dos avec la canne à pêche, la coche après, en sécurité, puis c'est bon ça. Plus agréable pour faire de la distance. Ça, puis j'ai un très beau produit. Le monde le connaît. Le fameux couteau. Le couteau à filet électrique. Wow. Que j'ai testé justement. Tu peux t'en servir dans le temps des fêtes avec ta dingue. Ah, pas de problème avec ça. C'est un bon. Rose beef aussi, ça fait très bien. Oui, je l'ai essayé. Bon. Couteau électrique. Pour ceux, vous le savez, il faut faire des filets en portefeuille. C'est extrêmement dur sur les couteaux à filet standard. Couteau électrique, dentelé comme ça. Regardez la grosseur, l'épaisseur des lames. Très, très, très mince. Un filet en portefeuille, ça se fait en 5 secondes comparativement à avant, puis là, les scies, parce qu'il y a un os qu'on doit couper pour garder les deux nageoires. Tu n'as même plus à forcer avec ça. Et c'est sécuritaire. Très sécuritaire. Parce qu'il y a ça aussi, là. Plus tu forces, plus tu veux te battre avec un poisson, plus il peut arriver des accidents. C'est bon. Ce couteau-là, je l'ai testé vraiment merveilleux. C'est mon coup de cœur de l'année pour les pêcheurs, pour ceux qui vont à la pêche au doré, surtout faire des filets en portefeuille, ou ceux qui font des gros brochets aussi. Super. Ça, c'est mon coup de cœur de l'année. Pour la pêche, est-ce que tu as un autre produit? Dernier petit produit, le monde connaisse tout, Thermacell. Oui. Thermacell, c'est une machine pour les moustiques, toutes les bébites. La nouvelle cette année, la Radius rechargeable, la nouvelle version avec des recharges de 40 heures sans arrêt. C'est à batterie. On n'a plus de bonbonnes de butane comme fait que pour un patio, un chalet ou peu importe, cette nouvelle machine-là, très 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 populaire, pour l'avoir testée, elle va super bien. Puis c'est ça pour c'est excellent. C'est vraiment un beau produit, le rechargeable, là, c'est plus économique. Avant de terminer avec la chasse à l'ours, aurais-tu un conseil à donner aux gens, question sécurité cette année, de rappeler peut-être une idée ou deux aux gens qui se garochent en bon québécois? N'oubliez pas ci ou ça, tu dirais quoi? Pour la chasse? Ouais, pour la pêche?
La sécurité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours ton Surtout cette veston, année, ton- surtout cette année, là, les plans d'eau sont extrêmement bas. Je sais pas si vous avez vu un petit Ouais. peu le fleuve. J'arrive là dans le nord, les réservoirs sont bas, c'est incroyable. Ah oui. Sécurité pour les embarcations. C'est ça. Petite chaloupe, c'est un accident est vite arrivé. Tout le temps, le VFI, donc la fait de flétration individuelle à chaque personne. La sécurité, ça garde le monde en vie, puis Ben, c'est ça. c'est ça qu'on veut. En terminant, on va parler un petit peu de la chasse à l'ours. Ouais. J'ai fait mes devoirs, comme je t'ai dit. J'aimerais que tu m'expliques la différence entre aller à la chasse avec l'arbalète et avec une arme. Ouais. Moi, j'ai vu des ours. Tu sais, quand on dit ne cours pas si tu vois un ours, parce que plus tu auras peur, ben, plus il va le flairer. Et si tu montes dans un arbre, j'ai vu des vidéos sur YouTube. N'étant pas un expert, mais là, je m'en viens, comme je te disais. J'ai vu l'agilité et la force d'un ours, tu sais, à 400 livres. Bon, là, il est atteint par une flèche. Il a peur, il monte dans l'arbre. Il peut monter 30, 40 pieds là, facilement. Ouais. Puis là, ben là, la flèche fait son œuvre et il tombe. Ouais. Ben, je veux dire, c'est un animal très agile, beaucoup plus qu'on pourrait le penser, parce qu'il a l'air d'un gros Oui, puis le monde mais pense que quand les ours sont gros, ils montent pas dans les arbres. C'est c'est encore totalement l'inverse. faux. Il est encore plus fort. Oui, puis s'il a à monter dans un arbre pour se protéger ou être en sécurité, il va le faire sans aucun problème. Oh, Donc, hey, c'est vraiment... Les premières vidéos que j'ai regardées, là, je veux dire, c'est intriguant, c'est vraiment surprenant de voir cet animal-là, la force et les griffes qu'il y a après ça. ouais. Mais ça reste un animal qui est très, très, très peureux quand même. Ouais. Pour des accidents. Il n'est pas comme le lion qui va charger Non, dès non. qu'il voit quelqu'un. là. C'est vraiment... Peut-être la sens de l'année, les femelles avec Ouais. avec ses petits, mais elle va juste vouloir faire peur, elle va être intimidante, mais dire qu'il arrive un accident, Ouais, c'est ça. c'est Ben, pas de quoi qu'il faut pas tout à la animal chasse. femelle avec ses petits va avoir une réaction de protection, ça c'est bien certain. En plein ça, puis pour avoir été dans le bois depuis chaud comme ça, une outarde, une perdrix va être bien plus Agressive. agressive Ah, et les outardes, mauvaise. c'est effrayant. Avec leur petit, quand tu t'en approches. Il y en a dans le vieux Terrebonne là, là, maintenant, là, puis si ouais. tu t'approches, elle charge. Oh, c'est incroyable, tu sais, il n'y a rien de dangereux à ça, mais c'est Ben oui, c'est c'est 20 surprenant. fois plus agressif, là, tu sais, c'est... On va parler maintenant du goût de la viande Ouais. chez l'ours. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent hey, va pas à la chasse à l'ours, c'est pas pour la viande. Oui, c'est pour la viande. Oui, C'est- la viande, c'est très, très, très bon. Tu La- comparais ça à quoi? Ah, c'est une viande qui goûte pas du tout fort, là. C'est vraiment une viande qui a un côté un petit peu comme un petit peu comme le bœuf, une viande qui a un goût sucré un petit Oui. peu, tu sais, c'est une très bonne viande. La seule chose qu'il y a, faut bien la faire cuire, OK. parce qu'il y a quelques spécimens qui ont une maladie, le nom m'échappe, là. Ouais. Juste bien faire cuire la viande, mais à part ça, c'est très, très, très bon. Puis la plupart du monde qui en ont dédain la première fois qu'ils se font forcer à en manger, c'est eux autres les plus surpris comme wow, c'est vraiment délicieux. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques la différence et le pourquoi on va à la chasse à l'arbalète, disons à l'ours, Oui. et on irait avec une arme commune. C'est quoi la différence et pourquoi on fait le choix plutôt que l'autre? Ben, c'est sûr que pour la chasse à l'ours de printemps, l'arc, l'arbalète et l'arme à feu, c'est tout ensemble. Ça va plus pour le challenge. La proximité de la bête, tu sais, c'est sûr que pour Plus chasser à difficile l'arbalète. avec une arbalète? Ben oui, parce qu'il faut que tu sois plus à proximité de ta bête. Tu sais, quelqu'un qui Ok. chasse à l'arme à feu va pouvoir s'installer à 150, 200, 300, 400 pieds Oui. du secteur de chasse pour laisser le moins d'odeur possible. Tandis que si tu veux chasser à l'arc ou à l'arbalète, tu dois être très près. Le contrôle des odeurs est très important. Puis c'est un challenge. Tu sais, c'est pas... tu sais, aujourd'hui, de chasser pour nourrir sa famille, là, j'en connais plus beaucoup qui font ça. C'est un sport. C'est un sport. C'est là pour triper. Puis des photos, j'ai pris une photo. On trouve puis- des chums aussi. en plein ça, tu sais. Puis aujourd'hui, on est rendu qu'on chasse le téléphone dans les mains, prend une photo, C'est l'envoyer ça. à notre chum, tu sais. C'est plus C'est le. ça. Tu sais, C'est plus la retraite fermée de Non, 7 ah. ou 10 jours que les gars reviennent puis ils puent. Non, non, en plein ça, tu sais. T'as connu ça? On a connu ça. Tu vas souvent à la chasse à l'ours? Non, moi, je suis pas un. J'étais allé quelques fois, mais c'est pas de quoi qui. C'était pas J'ai ton... pas le temps. J'ai pas le temps. Ben non, je le sais. À un moment donné, je suis On tout a le pas temps misère à parti à la t'avoir pour pêche, faire une chronique. oui, Fait que, on est chanceux de t'avoir aux 2 mois, c'est déjà ça. Ouais, puis nous, le printemps, là, c'est notre grosse saison. C'est de quoi qui me manque énormément. Je vais, à tous les ans, je me dis, faut que j'aille à la chasse à l'ours, faut que je retourne. Mais c'est le temps, à un moment donné. Oui, Puis c'est les ça. employés aussi ont le droit à leurs vacances. Puis c'est de quoi qui me manque beaucoup. Mais je vais y retourner, ça c'est sûr. C'est de quoi qui. Si on revient au commerce, Performance Chasse et Pêche, qui Ouais. est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, là où la passion se vit à chaque saison, que ça sort tout seul. Ouais. Suite à la COVID, Oui. qu'est-ce que tu remarques, soit comme tendance ou comme différence aussi à titre de commerçant dans ce que tu fais? Y a-tu des choses qui sont là pour rester ou tu vois qu'on revient à la normale? Ça serait quoi ton commentaire à titre de chef d'entreprise, là, personnellement?
Moi, je pense que que ça revienne à l'heure normale, ça va revenir comme c'était. Oui, on est proche déjà, tu le vois. Oh, ouais. Puis le monde est tanné aussi, tu le vois, le monde sont tannés, les mesures d'hygiène, c'est plus difficile. Depuis environ 2 à 3 semaines, on n'a jamais vu autant de clients rentrer dans le magasin, pas de masque. Ah oui? Puis, c'est que c'est vrai. Ben oui. Là, c'était rendu normal, mais là, on dirait que le beau temps arrive, le monde a Là, hey, ça va prendre un masque, ça vous prend un masque. On l'a remarqué beaucoup plus depuis les 2-3 dernières semaines. Fait que c'est un signe que le monde sont vraiment tannés, puis mieux que ça revienne à un moment donné, ça va être. Ah oui. Puis on a toute la tendance, on a eu notre vaccin, on est rendu immunisé. Les restaurants, les endroits où on pourra déguster une bonne bière, je veux dire, ça revient, on le sent. Ouais. C'est quoi ton conseil aux chasseurs cette année? Qu'est-ce que tu leur dis? Un ou deux points à ne pas oublier concernant la sécurité également, ou peut-être aussi de la façon d'aller à la chasse à l'ours. La chasse à l'ours du printemps, les chaleurs, on a des chaleurs épouvantables déjà. En fin de semaine, ceux qui chassent l'ours en fin de semaine. C'est propice, ça? Oui, c'est bon pour la chasse, mais pour la viande, c'est extrêmement difficile à gérer. Refroidir sa viande le plus rapidement possible. La viande va baisser en bas de 8 degrés le plus rapidement possible, c'est le conseil que je vais donner. Oui. Puis sécurité d'assaut dans la forêt. Un accident, c'est vite arrivé. Il y en a très peu, mais... Non, c'est ça. La sécurité. Je parle pas juste de la sécurité. Je parle pas de sécurité arme à feu. Sécurité, les cabanes de chasse, pas tomber en bas. Les accidents 4 roues, tu sais. Pas trop boire non plus sur la job, comme on dit, parce que. Ouais, mais ça, c'est. Cabane, mais ça, c'est une mauvaise mentalité, je trouve. T'es pas obligé d'être à la chasse pour boire non plus. Non, bien sûr, on peut faire ça le soir, il n'y a aucun problème avec ça. Comme je le fais souvent, là, c'est à ton tour, on donne un cadeau à notre invité. Je pense que tu vas l'avoir mérité. J'avais ça ici pour toi. C'est un dictionnaire, même si tu n'as plus rien à apprendre. Un dictionnaire de la chasse, de la faune et de ses habitats. Fait que c'est pour toi. Un beau petit dictionnaire. Je veux dire, y a-tu vraiment des choses à apprendre? Je pense que ça va être plus sur l'orthographe que d'autres choses, parce que tu es toi-même un dictionnaire. Tu es toi-même un dictionnaire de la chasse et de la pêche. En terminant, je vais plugger, comme on dit, le commerce. Performance Chasse et Pêche, un de nos partenaires fidèles depuis le début ici qu'on fait des émissions. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Allez voir François, le gérant, le propriétaire, un chic type, pour des conseils, des bas prix. C'est l'endroit pour vous. Et comme on le dit ici souvent, c'est une entreprise qui porte bien son nom. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Je te remercie d'avoir été des nôtres, François. Toujours un plaisir. Ouais. Puis je te souhaite une belle saison, un bel été, et puis tout ce que tu veux. Merci beaucoup. Parce qu'espérons que la COVID va nous lâcher. Oui. Parfait. Merci, tu es très gentil. Maintenant, en marge de ce qui s'est passé cette semaine, suite au match canadien-Jets, et suite aussi à cette légère suspension, c'est pratiquement risible ce qui s'est passé. Moi, je me suis senti beaucoup interpellé. J'ai dit, tiens, on va parler de ça avec un spécialiste en hockey qui, lui, a eu la chance d'en parler long en large cette semaine de ce qui s'est passé. C'est l'animateur de Bonsoir les sportifs du 98.5 FM, Jérémy Rainville. Bonjour, Jérémy. Salut, Stevie. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ben oui. Moi, je vais entrer dans le vif du sujet avec toi parce que tu as animé une tribune téléphonique mercredi plutôt émotive. J'ai bien aimé ton imitation du Néandertal en passant. Je trouvais que tu l'avais bien. Et je dirais que tous les saints ont été évoqués et nommés en cette soirée. Mais trêve de plaisanterie. Après 48 heures, maintenant qu'on a la tête peut-être un peu plus froide face aux événements, est-ce que tu poses le même regard sur ce qui s'est passé à l'endroit de Jake Evans mercredi? Ah, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. C'est un geste complètement stupide. La suspension de 4 matchs, pour moi, Stevie, je te dirais qu'elle est quasi surprenante parce que j'ai écouté, tu sais que dans cette émission-là, après le match, j'ai parlé de la planète hockey, j'ai parlé de ses collègues anglophones de Sportsnet et de TSN, et tout le monde allait avec une prédiction de suspension de 1 à 2 matchs. Donc, de voir que la Ligue nationale a suspendu pour 4 matchs Mark Scheifele, pour moi, c'est une grande surprise. Maintenant, est-ce que ça aurait mérité plus? Je crois que oui. Mais clairement, c'est un pas en avant, du moins qu'on a fait du côté de la Ligue nationale. Évidemment, on avait mauvaise presse. Là, ça tournait sur tous les réseaux américains, cette mise en échec-là. Puis, même à tête reposée, je regarde le geste. Et aujourd'hui, Scheifele, qui était quasi en pleurs, disant, tu sais, je regrette, puis ma famille a des menaces présentement, puis tu sais, je voulais simplement empêcher un but. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui, c'est que le comité de discipline n'a pas acheté sa théorie. Stéphane Quintal a donné une explication qui était claire, nette et précise, c'est-à-dire, si tu veux empêcher un but, ben c'est pas vrai que tu enlèves une main sur ton bâton et tu diriges directement sur le joueur. Fait que j'ai beau, tu
tu sais, je pense que tout le monde est conscient que c'est pas un joueur comme ça. Là, c'est un moment où les fils se sont touchés. Mais clairement, moi, j'achète pas ça. Là. Je veux dire, c'est un geste stupide en plus quand c'est un but dans un filet désert. Quand les Jets ont connu un match ordinaire, fait qu'à partir de là, il n'y a pas grande excuse qui marche. Là. Pour moi, là, c'est bien le fun, là, c'est parfait, mais sauf que là, on passe à autre chose. Numéro un. Puis, comme je le disais dans l'émission après le match, la meilleure façon pour le Canadien de se venger, c'est pas en laissant tomber les gants, c'est pas en jouant à double échec, c'est pas en étant agressif, c'est en gagnant la série. Élimine les Jets de Winnipeg le plus rapidement possible. Ça, pour moi, c'est la meilleure vengeance pour le Canadien de Montréal. Oui, moi je t'ai écouté mercredi et on va y revenir à ça parce que parfois on est émotif, on doit rester neutre en tant que journaliste, mais c'est sûr que ça vient nous chercher parce que là ça devient un débat de société. Moi personnellement, je me suis tourné vers la radio pour t'écouter, j'ai carrément fermé le téléviseur et si j'avais été sur la patinoire, moi je peux te dire que en tant que joueur du Canadien, j'aurais pogné 40 matchs. Parce que tu fais la même chose dans la rue, tu vas agresser quelqu'un comme ça, puis c'est ça, je pense que, comme tu le disais si bien, toi, tu es un parent, et tu vois ça, ça vient te chercher, parce que tu ferais la même chose dans la rue, tu vas aller chercher 6 mois, 2 ans de prison pour une agression personnelle, et je pense que la clé pour le Canadien, c'est de ne pas tomber dans la vengeance personnelle. Ouais, mais il faut faire attention aussi, tu sais. Moi, je vois plusieurs personnes confondre la réalité de la vie de tous les jours avec la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il faut faire une grande différence. La Ligue nationale de hockey, maintenant, c'est un circuit professionnel de sport-spectacle. Fait que selon moi, ce n'est pas la réalité. Pendant longtemps, on s'est fié sur la Ligue nationale de hockey pour nous donner des valeurs morales, de détermination, de courage. Maintenant, c'est différent. On ne peut pas se fier là-dessus. C'est un sport-spectacle. Tu sais, la Ligue nationale endosse plusieurs causes importantes. On défend les différentes ethnies. On veut avoir un sport qui est ouvert aux différents genres. On veut être ouvert à la société. Les seuls qu'on défend pas trop, c'est ses joueurs. Puis là, en quelque part, à un moment donné, quand on le voit, on le constate, il faut comprendre à un moment donné que c'est un sport-spectacle. C'est comme la lutte, mais c'est moins arrangé. Mais c'est un sport-spectacle. Fait qu'à partir de là, les gens qui sont là-dedans endossent la possibilité que ça arrive. Fait que moi, je me dis, en quelque part, il faut faire attention entre mêler la vraie vie avec le hockey de la Ligue nationale, parce que la Ligue nationale, c'est pas la vraie vie. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup apprécié le commentaire de Danny Dubé quand c'est arrivé. Il dit, quand tu vois tomber les bras pendants et la tête molle comme de la guinée, un joueur ainsi, parce qu'il y a 2 impacts. C'est très sérieux. Il y a le coup d'épaule salaud, mais s'il avait perdu son casque quand il est tombé sur la glace, ça aurait pu être très grave. En plus, c'était sa fête. Moi, ma question, pourquoi la Ligue nationale, là, c'est toujours l'éternelle question, pourquoi une ligue qui tolère déjà encore les bagarres? Comment on peut se qualifier d'être un sport majeur quand on donne des punitions de 5 000 $ à des gars qui font 5 millions par année et ainsi de suite? On peut pas dire que c'est parce que c'est vendeur, j'ose espérer. Est-ce que tu veux que je pète ta balloune? Parce que c'est pas mal vendeur. Si Mark Scheifele revient au match numéro 6, ça sera à Montréal devant le public le vendredi prochain. Donc, peux-tu te garantir que les codes d'écoute vont être là? Que tout le monde va écouter, que tout le monde va regarder, que tout le monde va se questionner à savoir qui va aller planter Scheifele, qui, tu sais, quand on dit là, du sang, je veux du sang, malheureusement, la Ligue nationale carbure à ça, puis on veut avoir ça, puis les spectateurs, il y en a certains qui aiment ça encore. Je pense que c'est une mentalité qui va changer au fil des années. Ça va, tu sais, on vit d'une époque, moi, je suis issu du hockey des années 90 où un geste comme ça, ce serait réglé, à mon avis, par une bagarre générale sur la glace. Là, on m'a demandé, c'est pour ça que je parlais de l'Australopithèque tantôt, et tu en faisais référence, tu sais. Moi, on m'a demandé d'enlever l'Australopithèque en dedans de moi, d'enlever l'homme de Néandertal qui est prêt à se battre, tout ça, parce que le hockey a changé. Sauf que la Ligue nationale, d'un point de vue relations publiques, tend à dire qu'elle a changé, mais de façon intrinsèque, demeure la même chose. Fait que donc, je disais, si dans le fond, vous n'avez pas vraiment changé, dites-le moi, parce que moi, je suis prêt à ressortir mon Australopithèque, là. Je suis prêt à partir en disant, bon, ben là, ça nous prend un tough, le tough va aller planter lui. Moi, ça me dérange pas, sauf que c'est pas ça que la Ligue veut, du moins d'un point de vue public, mais par les gestes que la Ligue pose, souvent, ça ressemble pas à ça. Fait que donc, il faudra, au fil des années, s'assurer que les babines suivent les bottines, parce que, clairement, ça s'en va pas dans cette direction-là.
Jérémy, si on revient à mercredi, en tant que journaliste, on se doit de rester neutre dans nos propos, dans nos comptes rendus, mais il faut quand même appeler un chat un chat. Je veux dire, c'est une agression grave ce qui est arrivé. Mercredi, ta tribune téléphonique, c'est le genre de journée que tu vas te rappeler pour quand même un certain temps. Ça ne doit pas être facile pour toi de peser tes mots mercredi. Je te dirais que, premièrement, je veux faire une nuance. Tu sais, le terme journaliste sportif, il est pas mal large là, par les temps qui courent. Tu sais, moi, je fais pas partie de l'Association des journalistes du Québec. Je suis un animateur de radio, un animateur de radio sportive, un chroniqueur plutôt. Fait que donc, par souci professionnel, parce que le 98.5 Sports, c'est une équipe de professionnels. Fait que donc, par souci professionnel, on fait attention à ce qu'on raconte. Il ne faut pas raconter des sottises, ça n'a juste aucun bon sens. Par contre, quand il vient un moment comme ça, je peux te garantir que quand je disais que je suis fâché, c'est parce que je suis vraiment fâché. Je suis vraiment fâché et j'étais vraiment fâché. Pourquoi? Parce que j'ai joué au hockey. J'ai jamais joué, je le répète, jamais joué dans la Ligue nationale de hockey, mais j'ai été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai joué junior tiers 2, qui est à ce temps maintenant junior 3. J'ai joué semi-professionnel. Et un cheap shot comme ça, un geste lâche comme ça contre Jake Evans, en fin de match, dans un filet désert, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est un geste qui est juste poche et cheap. D'autant plus que le gars, 6'3", 2'20", prend de la vitesse à peu près à 35 km/h dans son neutre contre Jake Evans. Puis, peux-tu te garantir une chose, que si ça avait été Brendan Gallagher qui avait la rondelle, je suis pas sûr qu'il l'aurait frappé comme ça parce que c'est un chum. Si ça avait été Mitch Marner, il l'aurait pas frappé. Si ça avait été Sidney Crosby, il l'aurait pas frappé de cette façon-là. Fait que donc, il a vu que c'était Jake Evans, un joueur moins important, puis il dit, ben, toi, je vais te détruire. Je vais passer ma frustration, mais en même temps, on va lancer un message pour le prochain match, ça va réveiller tout le monde. Quelle stupidité. Honnêtement, là, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi épais que ça. Sauf que le gars, les fils se sont touchés. C'est pas un gars qui a un dossier au comité de discipline. Moi, je suis prêt à accepter ça, mais là, de dire que j'allais jouer à rondelle, quand le comité de discipline a dit clairement, c'est prouvé hors de tout doute que c'est pas ça que tu as fait. Et Paul Maurice qui dit, tu sais, c'est une mise en échec légale. Non, il n'était pas légal, il y a eu 15 minutes de punition là-dessus. Il y a eu 15 minutes de punition, 5 minutes pour rudesse, pour assaut, et 10 minutes de mauvaise conduite. Fait que d'après moi, légal, là, ça ne correspond pas à obtenir 15 minutes de punition sur un jeu. Fait que clairement, il n'y a rien qui tient là-dedans. Et c'est pour ça que, je répète, à un moment donné, il faut tourner la page à ça. Il faut s'aligner sur le prochain match qui est ce soir. Il faut s'assurer d'avoir la tête claire. La meilleure façon de te venger, c'est en gagnant cette série-là face aux Jets au week-end. Je poursuis dans la même veine, mon cher Jérémy. On va imaginer un scénario, on pourrait rajouter l'insulte à l'injure, c'est que Mark Scheifele revient au jeu, il marque un but gagnant, mettons dans le match numéro 6 ou 7. La Ligue nationale paraîtrait, je pense, encore plus mal. Moi, j'ai pensé à un système de punition pour ceux qui vont de tels gestes. Et je veux savoir qu'est-ce que tu en penses si tu étais préfet de discipline de la LNH demain matin. Moi, j'ai pensé à un système où la première offense, peu importe, comme Scheifele le dit si bien, qui donne 20 mises en échec par année, ben oui, ça serait 25 matchs. La deuxième, ça serait 40. Et à partir de la troisième et quatrième offense, tu serais sur le bord de la porte, c'est-à-dire une saison complète qui ne serait plus là, parce qu'on va juger plutôt, on va faire un procès sur l'intention et non pas seulement sur les résultats, avec des amendes du style 250 000 par année pour que ce soit du sérieux. Mais toi, devant un incident comme ça où le joueur saute au visage de l'autre en prenant son élan, comme on le dit si bien, tu es préfet de discipline demain. C'est quoi que tu appliques comme sentence dans un tel cas? Premièrement, je refuse le poste d'être préfet de discipline de la Ligue nationale. Je refuse ce poste-là parce que c'est comme être gouverneur général au Canada. C'est un poste qui est honorifique. C'est pas nécessairement George Parros qui prend la décision lui seul. Il y a beaucoup de gens autour de lui. Beaucoup de monde qui viennent parler dans l'oreille de George. Fait donc, c'est pas... on regarde Parros, mais c'est pas lui. C'est Colin Campbell qui est vice-président opération hockey. C'est un paquet de monde. C'est le directeur général des Jets, Cheval Dayoff, qui a peut-être appelé Campbell pour dire « Hey, tu sais, regarde mon gars, il n'a jamais fait ça. » Puis, il y a beaucoup de politique là-dedans. Fait que donc, en partant, je refuse le poste. Deuxièmement, tu dis, si Mark Scheifele revient dans le match numéro 6 et marque le but gagnant, ben, si Mark Scheifele est capable de revenir dans le match numéro 6, tu dis la Ligue nationale va mal paraître. Non, le Canadien de Montréal va mal paraître. Si tu n'as pas été capable d'éliminer ce club-là quand son meilleur joueur n'est pas là, quand DiBello n'est pas là, quand Paul Stastny est un cas incertain soir après soir,
ben, le Canadien aura raté sa mission. C'est à eux à faire la job. Donc, moi, je pense qu'on ne devrait pas voir ça. Shifley ne devrait pas revenir. Puis maintenant, quand tu parles de tes suspensions, 25 matchs, 40 matchs, 45 matchs, rappelle-toi d'une chose, c'est une business. Donc, le comité de discipline, c'est l'association entre la Ligue nationale de hockey et l'association des joueurs. Et là, il n'y a personne du côté de l'association des joueurs qui va permettre à un de ces joueurs de perdre 25 matchs de salaire, 40 matchs de salaire, 45 matchs de salaire. C'est là, présentement, pour les séries, c'est différent, là. Mais en saison régulière, chaque match de suspension, c'est que tu n'es pas payé. Fait que donc, à partir de là, ça ne peut pas marcher d'un point de vue business, ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'aime bien l'idée que Danny Dubé a amené après le match en disant, lorsqu'un joueur est suspendu, eh bien, le nombre de matchs que le joueur est suspendu, tu ne peux pas le remplacer dans l'alignement. C'est-à-dire, si tu as 12 attaquants, Shifley suspendu, ben, tu en as 11, tu ne peux pas en rentrer 12. Tu embayes 11 joueurs, tu perds un joueur le temps, la durée de la suspension du joueur en question. Moi, j'aime bien ça. Pour la mise en échec en tant que telle, j'ai entendu Craig Button sur TSN qui a retrouvé un peu de raison là, après avoir été un peu farfelu avec ses prédictions entre le Canadien et les Leafs de Toronto. Mais il a retrouvé la raison en disant la Fédération internationale de hockey applique un règlement, c'est si tu fais une mise en échec et que tu n'as pas l'intention d'aller à la rondelle en premier, eh bien, tu es puni. Ça, je pense que tu dois jouer la rondelle. Si tu ne joues pas le puck et tu fais juste ramasser comme un train, ce qu'on a vu là, il faut que ça soit punissable. Donc, à partir de là, ça va changer un peu les mentalités. Mais je comprends, tu sais, si moi et toi, on discute comme on le fait là, oui, je comprends les 25, les 30, les 40 matchs, mais la réalité est tout autre. Je le répète, c'est une grosse business, c'est un sport spectacle, c'est une grosse business. Il n'y a personne qui veut perdre de l'argent là-dedans. Je suis bien d'accord avec toi, Jérémy. Nous sommes un peu bousculés par le temps. 2 dernières questions avec des réponses peut-être un petit peu plus brèves. La solution, finalement, dans tout ça, parce que moi, personnellement, je pense que George Parros, c'est sûrement un pantin. C'est une vraie farce que ce gars-là soit à la tête pour la Ligue nationale, pour tout ça. Je veux dire, c'est un ancien bagarreur et on fonctionne avec des comparatifs et des sanctions précédentes qui n'ont déjà pas d'allure. Mais la solution, finalement, est-ce que ce serait un comité indépendant? Ouf, ça c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué parce que là, on va vouloir déterminer qui va représenter le comité indépendant, qui y aura sur ce comité-là. Tu vois, là, Nazem Kadri, dans un deuxième appel de sa suspension, on est devant un comité indépendant. On utilise déjà le principe du comité indépendant quand on passe en arbitrage. Tu sais, l'arbitrage, c'est pas un arbitre avec des lignes, là. C'est un juge qui est là, qui s'assoit, qui écoute des côtés un l'autre, puis lui, va rendre une décision par la suite. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est possible, mais j'ai l'impression que ça va, tu sais, on doit réagir très, très rapidement quand il y a un geste grave sur la patinoire. Je pense que ça peut être assez lourd comme processus. Mais, tu sais, il n'y a pas vraiment de solution outre le fait que les dirigeants de la Ligue nationale, les propriétaires, décident une fois pour toutes de bannir ce genre de geste-là. Tu sais, il y en aurait plus s'ils décident de plus en avoir, mais malheureusement, ils aiment bien quand ça passe dans les faits saillants, quand ça tourne à la télévision. Donc, présentement, on est comme Don Quichotte devant un moulin à vent, là. Il faut juste qu'à un moment donné, les propriétaires décident de voir ça autrement. En 30 secondes, Jérémy, puisque le temps est passé maintenant, dans ta préparation, ton rituel d'avant-match, d'avant-émission, c'est sûr qu'il y a des sujets qui s'imposent spontanément, comme mercredi. Tu ne pouvais pas passer à côté. Mais à quelle heure et quelle est ton inspiration pour tes sujets du jour? Écoute, l'inspiration est constante. C'est 7 jours sur 7, 24 heures par jour quasiment. En fait, c'est en suivant l'actualité. C'est ce qui se passe, les déclarations à gauche, à droite. Beaucoup de communication, entre autres avec Martin McGuire. L'avantage, là, c'est que Martin et Danny sont présentement à Winnipeg. Toronto, Martin et Danny auraient pu aller à Toronto, mais le fait que Toronto, présentement en Ontario, c'est extrêmement strict sur les cas de COVID. Si jamais tu avais un faux positif, tu devais aller t'isoler dans une clinique pendant 24 heures. Là, ça veut dire qu'on n'avait eu personne pour être capable de faire la retransmission du match. Là, à Winnipeg, c'est un petit peu plus raisonnable. C'est pour ça qu'on est là-bas. Fait que donc, tu discutes avec Danny, tu discutes avec Martin, tu vois un peu le pouls de ce qui se passe. Puis à partir de ça, ben là, on est en mesure de prendre un sujet. Mais je dis, après un match, là, c'est pas mal la game qui va définir qu'est-ce qu'on va jaser. Je te remercie, Jérémy. C'est toujours bien apprécié ta présence à l'émission. Je te souhaite une belle tribune ce soir avec le match. Et on souhaite évidemment une belle victoire du Canadien. Merci d'avoir été des nôtres, Jérémy Rainville. Un plaisir, merci. On va voir après ça. Bye.
Maintenant, avant d'aller avec notre prochain intervenant par téléphone, qui va aussi nous donner sa vision des choses par rapport à tout ça, je vais vous parler, moi, d'un homme que l'on surnomme Iron Cowboy. Il s'appelle James Lawrence. Et en 2015, James Lawrence a établi un record. Les gens se moquaient de lui. C'est un coureur de longue distance, un gars vraiment très en forme, comme on dit, il a 38 ans. Lui, il vient redéfinir l'impossible. Les gens se moquaient de lui en disant « tu as des buts qui sont inatteignables et trop gros », mais il les a atteints, ces buts, spécialement en 2015, parce que si vous le savez, j'imagine que c'est pas tout le monde qui le sait justement c'est quoi un triathlon ou un Ironman. Un Ironman, ça débute de cette compétition-là qui dure 7 ou 8 heures là, de façon continue. C'est 7,8 km de natation, ça c'est l'entrée. Après ça, le plat principal, c'est 180,2 km de cyclisme. Puis après ça, on finit ça par un petit marathon de 42 km. Moi, je me dis qu'une telle distance, on suivrait le gars en char et on serait fatigué. Donc, imagine qu'est-ce que c'est que de faire tout ça. Lui, il a fait ça 50 fois en 50 jours, dans 50 États. Et ce qu'il veut faire, il veut battre son record, il veut le faire dans 100 jours consécutifs, courir et faire 100 Ironman d'affilée. Il a fait 50, ce qui est déjà incroyable. Sur ce, nous allons rejoindre maintenant un autre spécialiste en hockey. Il s'est aligné dans les années 70 avec les Broad Street Bullies. Il pourra nous parler de la violence au hockey que l'on vit parfois comme on a vu cette semaine en 2021, mais il pourra aussi nous parler des années 70-80. C'est Robert Sirois qui est avec nous. Bonjour Robert. Bonjour Steve. Ça va bien toi? Très très bien, très très bien. Avant de parler de ce qui est arrivé mercredi, toi, tu étais un joueur offensif, un très bon joueur. Tu as représenté les Capitals de Washington au match des étoiles en 1978. Tu as marqué nombre de buts au niveau junior. Tu as eu quand même une belle carrière dans la Ligue nationale, écourtée par une blessure. Est-ce que c'est vrai, ça, comme dans le match numéro 7, qu'à un moment donné, un gardien comme Carey Price joue dans la tête de ses adversaires? Ce serait Carey Price, l'autre gardien. Je n'ai jamais vu vraiment ça, là, parler de jouer dans la tête. C'est certain que le gardien suppléant, souvent, va regarder le gardien adverse, porter très attention, voir s'il y aurait certaines faiblesses ou s'il mettrait à genoux trop rapidement, des choses de même. Mais jouer dans la tête un 7e match, là, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. C'est qui le meilleur gardien que tu as affronté? Écoute, à mon époque, tu en avais plusieurs. Je pourrais te dire que Chivers et Tony Esposito, c'est probablement... même Rogatien-Vachon, oui, c'est les trois. C'est pas des joueurs... c'est pas des gardiens de but qui étaient très grands, mais ils se déplaçaient rapidement, puis il y avait une bonne vision du jeu. Hein, Robert, maintenant on va parler de ce qui s'est passé mercredi. Oui, belle victoire du Canadien. Ça s'est mal terminé. Je veux dire, on a vu une scène disgracieuse que nous offre la LNH. Tu as fait partie des Broad Street Bullies, qui étaient renommés, comme on disait, pour un régime de terreur. Mais selon moi, et je les ai vus jouer, c'était beaucoup de la bagarre à 1 contre 1. Qu'est-ce que tu veux? Il y avait des bons bagarreurs, ils avaient le dessus. Mais ce qu'on a vu mercredi n'a rien à voir avec les bagarres. Je veux dire, c'est tout à fait fou. Ça a été quoi ta réaction? Parce que c'est sûr que tu étais devant le téléviseur. Moi, je l'ai fermé carrément. Mais c'était quoi ta réaction? Et qu'est-ce que tu penses de cette suspension ridicule de 4 matchs? Bon, premièrement, j'ai regardé le match, oui. Et puis, quand j'ai vu le joueur se faire frapper, j'ai dit « ouch ». Ça m'a fait penser un peu, c'est pas le genre de même incident ou accident à John Tavares, mais c'était à la tête quand même. Écoute, si tu me parles ce soir-là, avant que je commence à voir les reprises, je te dirais que je trouvais le geste très gratuit. Quand j'ai vu les reprises, mais là, écoute, Evans a marqué son but, à peu près en même temps qu'il marquait son but, le joueur est arrivé. Tu me dis, la seule chose que j'aime pas là-dedans, c'est que il a sauté dans les airs. C'est-à-dire que les deux patins ne touchaient plus à la glace à un moment donné.
Et puis ça, c'est vraiment ce qu'on appelle comme mot anglais, charging. J'ai trouvé ça quand même très osé et pas mal sauté. Après ça, quand on regarde la carrière de ce joueur-là, c'est pas un joueur qui... écoute, c'est un bonhomme qui est très grand, très lourd. Alors, c'est certain que si ça vient à toute vitesse, et qu'il n'y a pas de bande, si le joueur avait été près de la bande, quelque part, sert à te protéger. Mais là, c'est, en tout cas, je ne sais pas comment ce qu'est Evans ce matin, mais ça va certainement un petit peu changer son jeu à Evans. Chose certaine, autre que je pourrais dire, c'est que tu ne joues pas au hockey dans la Ligue nationale de hockey avec la tête complètement penchée comme ça. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un comparatif entre la violence que l'on voit, comme on a vu aujourd'hui dans la Ligue nationale, comme mercredi, et celle qui se vivait, qui était véhiculée dans les années 70-80, que c'était beaucoup plus au niveau de la bagarre, les coups de poing, et ainsi de suite. Me semble qu'aujourd'hui, la violence est plus hypocrite qu'elle l'était. Elle était ouvertement produite dans les années 70-80. Mais ton point de vue là-dessus, quand tu fais une comparaison entre les deux, c'est quoi? Moi, je trouve justement qu'il y a beaucoup de coups, je vois beaucoup de coups vicieux se donner, souvent après les arrêts de jeu. On en avait après les arrêts de jeu, mais quand il y avait des coups qui se donnaient après les arrêts de jeu, les gars se battaient. Maintenant, il y a beaucoup moins de bagarres. Est-ce que j'étais un pro bagarre? Non. Mais le fait que les joueurs se battent moins, mais ils se donnent plus de coups vicieux, un peu comme en Europe, parce qu'après ma carrière dans la Ligue nationale, j'ai été en Europe pendant 3 ans, puis je peux te dire que la Ligue nationale commence à ressembler à ce qui se passe en Europe dans ce temps-là. Beaucoup de coups vicieux. À ton avis, dernière question, ça va être quoi l'incidence de tout ça sur le restant de la série et sur le match de ce soir? Écoute, lui en n'étant pas là, ce joueur-là n'étant pas là, je pense pas que ça va changer grand-chose. C'est que t'as quand même un joueur assez important pour Winnipeg. C'est pas comme Toronto qui a perdu Tavares, ça c'est certain. Mais je pense que c'est un incident. En tout cas, j'ai hâte de voir justement s'il va avoir plus, s'il va se donner plus de coups vicieux ce soir que d'habitude. On verra. Il ne faut pas oublier que Winnipeg est une équipe qui frappe beaucoup. Le Canadien, à ma grande surprise, cette année, et surtout dans les séries éliminatoires, est une équipe qui frappe, qui joue le corps. Je les ai rarement vus jouer comme ça, le Canadien, et j'aime bien ça. Je pense que finalement, la fameuse expression « bâti pour les séries », on commence à le voir. Moi, je vais te souhaiter un bon match ce soir, mon cher Robert. On se reparle bientôt. Moi, j'aime bien mes conversations avec toi quand on échange nos souvenirs sur les anciens joueurs des années 70. Et j'aime bien nos conversations. Donc, je te souhaite un bon match, une bonne fin de journée. Merci de ta présence à l'émission, Robert. Pareillement, salutations à tes auditeurs. Salut. Bye. Bonne soirée. Maintenant, en terminant, un petit commentaire sur la période que nous vivons pour les sportifs. Quel timing! C'est la réouverture des terrasses, des gyms. Le CH est maintenant dans le top 8 pour les séries éliminatoires. Vraiment, on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent aussi au niveau sport. C'est parfait. Une belle victoire contre Toronto. En terminant, je vais vous rappeler, les gyms sont ouverts. Il y a un gym fort intéressant pour les sports de combat, le TriStar Gym, qui est situé au 350 Notre-Dame à Repentigny. Ambiance et compétences qui vous attendent sur place. Beaucoup d'entraîneurs très qualifiés. Coach Yves Jabouin est sur place. Et pour vous dire, autant d'expérience, c'est bien lui en personne. 31 combats MMA en carrière. Donc, TriStar Gym, ambiance et compétences au 350 Notre-Dame à Repentigny. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. Bon week-end!